de référence. Mais personne n'a ouvert cette lettre pour savoir les contenus, pour en savoir les contenus. Non, non, mais le contenu, ceux qui l'ont amené l'ont dit. Donc ils disent quoi? Ils disent quoi? Que dans la lettre, le patriarche Tshisekedi présentait Félix comme candidat Premier ministre. Alors, nous allons passer maintenant au CNCA. Mais Salabé, c'est pareil, cet organe est pareil à une belle fille enviée de toutes parts par tout le monde. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a entendu plusieurs voix discordantes, donc plusieurs candidatures. En fait, est-ce que pour départager les partis, il n'a pas été préférable d'accorder au fait à cette institution sous la gestion de la société civile, par exemple? Bon, ce serait une façon de faire, mais l'accord a été signé. Dans l'accord, il est écrit que c'est le président du Conseil des sages du rassemblement qui est le président du CENSA. Et il est vrai aussi que là, en ce moment-là, il était question de M. Etienne Tshisekedi. Il est vrai que la majorité avait réagi. D'abord, ils n'avaient pas accepté. Finalement, ils ont dit, nous acceptons puisqu'il s'agit de Etienne Tshisekedi. Si ce n'était pas Etienne Tshisekedi, on n'accepterait pas. Alors, la faiblesse de la majorité ou le piège tendu par l'opposition ou quoi, c'est que dans l'accord, on n'a pas mis que c'est Etienne Tshisekedi qui sera. Dans l'accord, on a dit, par pudeur aussi, et l'accord doit être impersonnel. Impersonnel, je comprends, mais c'est écrit comme ça. C'est le président du Conseil des sages du rassemblement qui est le président du CENSA. Voilà pourquoi le rassemblement tient à la lettre et considérer que automatiquement celui qu'ils auront mis président du Conseil des sages sera président du CENSA. La majorité, qui n'a pas tort, considérant ce que je viens de vous dire, ça dit non. Maintenant que ce n'est plus Etienne Tshisekedi, ça peut être n'importe qui. On peut avoir d'autres candidats, d'autres composantes pourvu que ce soit objet de consensus. La majorité ne refuse pas la possibilité, ne rejette pas la possibilité que ce soit le président de CENSA, mais pourvu qu'il soit objet de consensus. La difficulté sur ce deuxième point, ici, c'est surtout l'opposition signataire de l'accord et le front qui veulent aussi être candidats, qui n'acceptent pas. S'il n'y avait que la majorité et le rassemblement, bon, je crois que la proposition de la SENCO pourrait passer facilement. Parce que la proposition de la SENCO met ensemble et la lettre et l'esprit. Par rapport à la lettre, la SENCO recommande que le président du CENSA provienne du rassemblement. Par rapport à l'esprit, qu'il soit quand même objet de consensus. Je crois que les évêques sont arrivés au bout de leur mission. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à propos de ce point-là, on peut regretter que le texte ait été taillé sur mesure quand même, puisque tout avait tourné dans l'esprit des participants, tout avait été focalisé sur Etienne Tshisekedi, un individu. On a oublié que le texte devrait être impersonnel, comme a dit Claude tout à l'heure. Mais oui, au fait, le texte a été impersonnel. C'est dans l'esprit que... Ouais. Mais je crois que c'est aussi question de réalisme politique. M. Etienne Tshisekedi était ce qu'il était, il avait le poids qu'il avait. Et il fallait, même le pouvoir avait aussi intérêt d'avoir quelqu'un qui rassurerait la population du sérieux de cet accord. Donc je crois que on dirait la même chose aussi par rapport à certaines concessions qui ont été faites par rapport au président, mais ça se comprend par rapport à l'importance de l'institution à sa stature. Alors, mais la personnalité de Pierre Lumbi à la tête du CENSA est vraiment controversée, au fait, récusée par plusieurs partis. Mais en tant que tel, pourquoi la SENCO devrait-elle, au fait, appuyer le ticket Tshisekedi Lumbi? Ben, je vous ai dit, le premier à venir nous donner à la SENCO, parce que c'est la SENCO pressée. La SENCO pressée, voilà, donc vous devez trouver un successeur à la présidence du Conseil des sages, sinon l'accord serait bloqué. Et la voie officielle pour la SENCO, c'était le chef de délégation qui était déjà connu de tous. Alors, les évêques n'avaient aucune raison pour ne pas prendre acte, encore qu'ils n'ont fait que prendre acte de ce qui leur a été dit. Mais quand ils ont perçu qu'il y avait des contestations, sans donner du crédit ou à qui que ce soit, ils ont fait le travail de pasteur pour les rapprocher. Je crois que maintenant, ils sont en train
dans la suite des travaux, on n'a pas senti dans les discussions qu'il y a 2 rassemblements. Au fait, il n'y a pas 2 rassemblements, je crois pas. Pour des questions de fond, ils ont les mêmes thèses, ils ont le même langue. Là, ce sont des questions de positionnement politique. Évidemment, l'Église n'est pas à l'aise avec ça, vous comprenez. Alors, la CENCO, dans le Conseil national de suivi, sera-t-elle présente et en quelle qualité? Eh bien, la CENCO, selon l'accord, la CENCO doit être parmi des membres du Conseil national de suivi de l'accord. Mais la CENCO a demandé aux parties prenantes qu'ils acceptent qu'ils ne soient pas membres effectifs. La CENCO a proposé d'être là comme accompagnatrice. Éventuellement, si il y avait des problèmes, on pouvait se référer à elle pour assurer une sorte de médiation en cas besoin. Alors, pour la majorité, il n'était pas question que la CENCO continue à être présente sous forme de médiation. La majorité a proposé qu'elle soit membre effectif, contrairement à la... Dans les 28 membres. Dans les 28 membres. Alors, la CENCO a proposé, et Dieu merci, ça a été accepté, d'être représentée par un membre qui serait observateur. Pourquoi cette décision? C'est pour... et puis, on a fait une expérience un peu de négociation avec ces politiciens. Donc, être là-dedans, avec une voix délibérative, on risquerait d'être noyé dans le bourbier des politiciens. À un moment donné, on risque de vous entraîner. Parce que c'est possible qu'ensemble, pour des raisons d'intérêt, ils se mettent ensemble pour une position qui ne va pas pour les intérêts de la population. De l'intérieur, on va exhiber la loi de la majorité. Donc, les évêques ont voulu garder leur liberté de prophètes. Hein, ils observent. S'il y a des choses à encourager dans ce qui se fait, ils vont encourager. S'il y a des choses à dénoncer, à condamner, ils vont le faire. Mais vous savez que sur le terrain politique, ce sont les intérêts qui comptent et les positionnements qui comptent. Mais vous n'êtes pas acteur politique, mais vous êtes allé vous jeter sur ce terrain-là. Et il faut assumer toutes les conséquences. Vous avez bien dit, ce sont des intérêts qui comptent. Oui. Et l'Église, la CENCO a un intérêt. L'unique intérêt qui amène la CENCO là-dedans, c'est le bien-être du peuple congolais. Tandis que les politiciens sont là pour chercher l'argent pour les élections, chercher l'argent pour les politiques. Donc voilà la différence. Mais je reviens sur votre message là, après la réunion des évêques sur la budgétisation des actions de l'Église au niveau du centre Caritas. Vous avez livré un message à la presse, pas de blocage. Les évêques ont dit pas de blocage, mais aujourd'hui nous constatons que c'est le blocage. Est-ce que pouvez-vous aujourd'hui nous donner la responsabilité de l'Église catholique face à cette situation, le cours des événements? Non, je vous demanderai plutôt à vous de me dire quelle est la responsabilité, parce que moi je n'en trouve aucune. L'Église catholique a été responsable jusqu'au bout. D'abord, la mission que s'est donnée, qu'elle a acceptée, c'est mettre ensemble les politiciens. Pour qu'ils trouvent un accord, cet accord a été trouvé. Maintenant, dans les dispositions pratiques de mise en œuvre de cet accord, il y a les 2 points là où il n'y a pas d'accord. Et face à l'intransigeance des uns des autres, l'Église a fait des propositions concrètes de sortie. Donc si l'Église s'était contentée à constater simplement, on lui reprocherait de n'avoir rien fait pour proposer. Mais là, l'Église est allée jusqu'au bout. Alors, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous, à la place des évêques, qu'est-ce que vous feriez concrètement? Parce que c'est depuis le mois de janvier qu'on discute des mêmes questions, les mêmes arguments qui reviennent. Mais alors, la réalité, c'est quoi? Il y en a qui se plaisaient à se servir de la CENCO comme un parapluie. Comme ça, on avait l'impression que le dialogue continuait avec la CENCO. Entre-temps, le temps passait. Mais non, c'est la CENCO dit non. J'enlève le parapluie, comme ça, ils sont découverts. Mais c'est là, avant le décès de Tshisekedi de Moulumba... Oui, d'accord, excusez-moi, Claude. Mais, monsieur l'abbé, la CENCO, c'est pas un capitaine, au fait, qui abandonne un bateau en train de tanguer à pleine mer. Mais vous voyez la responsabilité qu'elle va porter. Je pense au président Sassou qui avait pris l'image d'accoster là. Mais non. La CENCO n'a pas abandonné.
La SENCO, dans le message des évêques, ils disent qu'ils restent disponibles. Ils continuent leur mission prophétique. Donc ça, c'est... Et d'ailleurs, ils sont plus efficaces, selon moi, dans leur robe de la mission prophétique que dans leur robe de médiation. Dans la médiation, ils sont un peu affaiblis. Comment affaiblis? Hein? Comment? Bon, parce que là, il faut tenir compte, par exemple, des intérêts politiciens. Bon, de l'équilibre. Donc, on est là au milieu, mais quand ils sont dans leur position de prophètes, bon, ils sont un peu plus à la hauteur. Ils peuvent... on ne va pas les accuser d'être ou partisans ou quoi. Donc, et si les chefs d'État vous demandaient aujourd'hui de poursuivre avec cette mission, encore, vous allez accepter? Quand les évêques ont changé avec les chefs de l'État, tout en leur faisant les rapports de la mission qui termine là, ils ont dit qu'ils restent disponibles. Et le président de la République a salué le fait que les évêques continuent à être disponibles. Il dit en cas de besoin, on pourrait éventuellement... Non, là il n'y a pas de problème. Alors, chemin faisant, évaluer cas par cas. Ok. Alors, chemin faisant, et quand on parlait de la décrispation, surtout en ce qui concerne ceux qui sont sous le coup de la justice, on avait parlé du cas Moïse Katumbi. Alors, ce n'est pas un secret. Une délégation de la SENCO s'était rendue à Lubumbashi à ces propos pour voir un peu ce qui s'est passé dans cette affaire de Moïse. La presse a accusé la SENCO de tous les mots. Vous avez lu et vous avez entendu. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans la ferme de Moïse Katumbi? Est-ce la corruption? Est-ce ici parti pris? Mais comment est-ce que vous avez analysé ça au niveau de la SENCO? Eh bien, évidemment, tout ce que les gens écrivaient dans la presse, là, s'il faut prendre ça au sérieux, on ne fera plus rien. Donc, la SENCO s'est comportée de façon responsable. Les parties prenantes lui ont confié 3 cas emblématiques, dont le cas le plus emblématique qui est celui de Moïse. Alors, il devait avoir des éléments pour évaluer. La première chose à faire, c'est entrer en contact avec les parties prenantes. Ils sont allés à Lubumbashi pour vérifier certaines informations, parler avec des témoins de personnes. Ici à Kinshasa, ils ont rencontré les Grecs, là, mais c'est plus donc... Ce n'était pas pour se faire corrompre par le grec. Ils sont allés à Paris rencontrer, je crois, la juge qui était là, rencontrer Moïse lui-même. Donc c'est pour avoir assez de lumière afin de se faire une idée de la chose. Encore que la SENCO est consciente qu'elle ne remplace pas la justice. Elle voulait simplement avoir des éléments pour voir dans quel sens les exploiter en vue d'obtenir les mesures de décrispation. Alors, la commission ad hoc a fait le rapport à la présidence. Et la présidence utilise ça. Elle va utiliser la SENCO, je vais dire. À la présidence de la République? Non, à la présidence de la SENCO, qui va utiliser ça, exploiter ça en toute responsabilité, c'est-à-dire traiter de ces dossiers avec les personnes nécessaires ou indispensables pour trouver une solution. Donc, la SENCO, au jour d'aujourd'hui, n'estime pas nécessaire de mettre ça à la place publique. Par rapport à l'évolution, peut-être, ça pourrait arriver qu'avec l'évolution des choses, si ceux qui sont impliqués ne gèrent pas bien le dossier, la SENCO pourrait éventuellement, bon là vraiment je parle au conditionnel parce que ce sont des évêques qui décident, pas moi. Claude? Oui, M. Labbé, pensez-vous que c'est la disparition de Tshisekedi Mulumba qui a bloqué la conclusion des arrangements particuliers, ou soit ce sont les difficultés seulement des acteurs politiques? Parce que bien avant, quand il y avait des petits blocages au niveau de la SENCO, avant même la conclusion de l'accord du 31 décembre 2016, la SENCO recourait aux deux leaders des deux camps, du côté de la majorité, du côté du chef de l'État, et puis côté rassemblement au niveau de Tshisekedi Mulumba. Mais tout d'un coup, Tshisekedi est parti et le rassemblement a connu des problèmes de leadership. Pensez-vous que c'est la disparition de Tshisekedi qui a bouleversé, qui a bloqué la conclusion des... Bon, c'est vrai que ça a beaucoup dérangé. Parce que s'il était vivant, le problème de Sensa ne se poserait pas. Et s'il était vivant, peut-être on aurait évolué aussi avec le dossier de la primature, parce que le problème de la lettre ne se poserait pas. Voilà, nous avons encore 5 minutes, Monsieur Labbé, Claude, nous avons encore 5 minutes. Alors, le temps, alors maintenant, de vous poser cette question, c'est le blocage. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais alors, on va vous poser la question, vous, en tant que médiateur, vous, en tant que SENCO,
sur qui tous les yeux étaient braqués, tous les espoirs étaient fondés. Mais comment voyez-vous l'avenir politique de ces pays? Eh bien, je crois que n'exagérons pas les choses. Il y a, blocage, oui. Pour moi, c'est vraiment un faux blocage, un petit blocage. Un faux blocage. Oui, vraiment, c'est question de bonne foi. Question de bonne foi. Et c'est tout que l'accord s'applique si vraiment c'est pas contraignant, l'application de l'accord, c'est pas contraignant. C'est pas une constitution ni loi, mais ça s'applique sur base des principes de bonne foi. Justement. Alors, le problème est le suivant. On est arrivé au point où il y a ces radicalismes-là. Mais le problème, c'est quoi? Les conséquences, c'est la population, c'est le pays, l'économie. Alors, voilà pourquoi les évêques s'en sont remis au président de la République, qui est le garant de bon fonctionnement des institutions. Parce que si aujourd'hui l'économie ne faisait que chuter, et les gens mouraient de faim, le président de la République ne dira pas que non, ce n'est pas à cause de moi que l'accord est bloqué, que le peuple est dans cette situation. Donc il a sa responsabilité, qu'il a d'ailleurs accepté. Non, là il faut vraiment le féliciter. Il a compris que c'est sa responsabilité. Et il s'est engagé là-dedans. Et avec son engagement, moi je crois qu'on a su la voie de sortir, d'autant plus qu'il est l'autorité morale de la majorité. Alors, quelles sont les propositions qui ont été faites au président par la Senko? C'est la proposition, et d'ailleurs le président a promis de résoudre ces difficultés en partant de propositions. Donc pour le mode de désignation du Premier ministre, la Senko dit, le Premier ministre est nommé par le président de la République au terme de consultations avec le Rassemblement. Il suffit d'accepter ça, plus de blocage. Et comment vous jugez... Est-ce que vous trouverez mieux que ça? Alors, après 3 mois de rencontres, ou disons même plus, comment avez-vous évalué le comportement de la classe politique congolaise? Bon, pour être sincère, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant dans la mesure où la situation du pays est extrêmement grave. Extrêmement grave. Mais à voir la façon dont ils ont géré le temps et les dossiers de manœuvres giratoires de part et d'autre, je sens quand même des gens qui méritent notre respect parce qu'ils ont fait beaucoup, ils font beaucoup, mais ils pourraient faire mieux. Donc ça aurait été mieux que le chef d'État prenne lui-même ses responsabilités en tant que garant du bon fonctionnement des institutions pour tracer la voie à suivre. Bon, si vous voyez les choses dans ce sens, je crois que c'est une dynamique. Si on voyait les choses dans ce sens-là, on vous dirait que le problème c'est le chef de l'État. Donc je crois que c'est l'implication de tous. La classe politique a échoué parce que lui... Non, mais on est dans une crise. Vous direz que cette crise, c'est le chef de l'État qui l'a instituée. Non. Lui, voilà, alors si vous dites non, alors comprenez que la réponse n'est pas si vous dites alors, non. Les bons offices ne sont pas définitivement clos. La Senko reste disponible, même pour d'autres cas similaires qui pourraient se présenter dans l'avenir, où elle a déjà des mauvais souvenirs. Elle va se dire, non, écoutez, on ne va plus se jeter dans une histoire comme ça. Bon, ce qui est vrai, cette expérience l'aidera à évaluer ce qu'il peut faire, dans quelle position le faire, de quelle manière le faire. Mais la disponibilité, accompagner, ça c'est un devoir. C'est un devoir pour eux. Ils doivent. Est-ce que c'était facile pour la Senko? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, là, j'insiste, pas du tout. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus compliqué? Qu'est-ce qui vous a déçu? Bon, vous voyez des gens par moment discuter simplement. Je vous donne un exemple. On ne dirait pas de c'est quand on a parlé des ministères, par exemple, on voulait encore augmenter le nombre de ministères. Et on a augmenté de 46 à 53. Oui, on voulait encore augmenter. Oui. Et les deux partis étaient d'accord. Au-delà de 53. Oui, les évêques ont dit non. Si c'est ça, vous pas avec nous. Ça, parce justement, c'est pour dire que eux voient l'intérêt de la population. Oui. Et dit, même si vous êtes d'accord, pour ça, en tout cas, vous n'allez pas nous trouver sur votre chemin. Et ils allaient abandonner à ce moment-là. Juste un exemple que je donne pour montrer la différence des intérêts dans ces forums. Alors, M. Labbé, on a terminé. Un message à la population congolaise. Bon, je demande à la population congolaise, comme ont demandé les évêques, de demeurer vigilantes. Les politiciens sont leurs parents, leurs frères, leurs oncles, leurs amis. Ils savent ce qu'ils peuvent faire pour les amener à considérer la souffrance du peuple congolais dans le sens
de vite évoluer pour la conclusion de cet accord. Merci beaucoup, M. l'abbé, pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci. Le prochain rendez-vous avec d'autres points de vue, c'est pour la semaine prochaine. Bonsoir et merci à tous. Merci.